Savez-vous comment interpréter le langage corporel? Aimeriez-vous enfin gérer vos pensées négatives et vous libérer de ce qui vous empêche vraiment de réussir? Voudriez-vous booster votre motivation? Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Mon nom est Annabelle Boyer. Je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non verbale, la PNL et bien plus encore afin de développer le plein potentiel de votre cerveau. Bonne écoute! C'est avec grand plaisir qu'on retrouve Annabelle Boyer et les secrets du cerveau humain parce qu'il y en a plusieurs secrets. On n'a pas fini avec cette chronique-là. D'ailleurs, si vous avez manqué une ou l'autre des chroniques, elles sont disponibles sur notre site unicité.ca dans la section podcast, mais aussi sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour nous voir également. Annabelle, bonjour, bon lundi. Bonjour Sly. Ça va bien? Est-ce que ça va mieux? Ça va de mieux en mieux. On se rétablit tranquillement pour les gens qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux. J'ai une pneumonie, mais évidemment, tu me connais. J'utilise mon cerveau non seulement pour générer de l'énergie, mais pour accélérer la guérison. Aujourd'hui, j'ai donné une conférence de 2 heures, puis on avance quand même, puis je fais mes clients quand même, puis j'ai de l'air de quelqu'un tout à fait normal. Une superwoman, comme je t'ai écrit il y a quelques minutes avant d'entrer en onde. Annabelle, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler des fameuses 5 blessures de l'âme popularisées par Lise Bourbeau. Ça, c'est un livre qui a changé ma vie, Annabelle, oui. Parce que j'essaie d'avancer, j'essaie de régler, en fait, tout ce qui m'empêche d'avancer dans la vie. On a des traumatismes qui viennent de notre jeunesse et ce livre-là m'a été d'un secours, je te dirais, parce que on dirait que c'est la base. Vraiment, on prend nos blessures à la base et on règle. Alors, je suis très curieux de t'entendre là-dessus aujourd'hui. C'est très intéressant parce que plusieurs de mes clients vont, à un moment donné, me parler d'une des blessures qui s'est activée chez eux. On me parle souvent de la blessure d'injustice ou de la blessure de trahison. Mais il y a des éléments que les clients souvent vont occulter, vont oblitérer, vont oublier, mais qui sont des éléments extrêmement importants. Pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, ce n'est pas Lise Bourbeau qui a inventé la méthode des 5 blessures, c'est un Américain. Mais Lise, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée étudier aux États-Unis et donc elle est allée faire une formation en anglais. À l'époque, il fallait le faire. Des Québécois qui allaient suivre des formations aux États-Unis, c'était plus rare. Oui. Et elle a donc francisé le contenu de cet Américain-là et elle l'a vulgarisé pour que ça soit beaucoup plus facile à comprendre. Et c'est ça le génie de Lise Bourbeau, c'est arriver à vulgariser pour que monsieur et madame tout le monde puissent comprendre de quoi il est question. Et c'est un best-seller, hein, ça? Oui. Vendu à des millions d'exemplaires. On n'est pas dans un best-seller à 3000 ou 5000 copies. C'est des millions d'exemplaires traduits dans plusieurs langues à travers le monde. C'est vraiment un succès mondial. Et Lise Bourbeau donne encore des formations. Elle donne d'ailleurs une formation, je pense que c'est sur Mentor Show. Elle donne encore des conférences, elle donne encore des ateliers. Elle est encore très, très, très active avec son fils, entre autres. Donc, elle est encore très présente. Pour ceux qui ne le savent pas, les 5 blessures de l'âme dont on parle, on peut les retenir avec le mot trahi. T pour trahison. R pour rejet. A pour abandon. H pour humiliation. I pour injustice. À travers les années, il a été question d'ajouter une blessure supplémentaire. C'est Jacques Salomé qui a proposé qu'on rajoute un I, un deuxième I, qui serait la blessure d'impuissance. Parce que je la connaissais pas, celle-là. Oui, il donnait à un moment donné un atelier avec Guy Corneau. Et c'est là où, à un moment donné, il avait abordé ce sujet-là. Et dans d'autres entrevues, il est revenu sur la blessure d'impuissance. Et je dois dire que je trouve ça particulièrement intelligent. Parce que, en effet, quand on a quelqu'un qui vit une épreuve et qui va tomber dans le figement, on dit toujours qu'il y a 3 façons de réagir, ou on reste figé sur place, ou on va au combat, ou on va fuir. Donc,
quand on est dans figé sur place, quand on ne sait pas comment réagir, comme c'est le cas par exemple dans une agression sexuelle, souvent les gens vont tomber en sidération, ils vont figer, ils ne sauront pas comment se débattre, ils n'arriveront pas à dire non, et là on tombe dans ce qu'on appelle le figement. Et là va entrer la blessure d'impuissance. Je me sens impuissante à me sortir de la situation. Et quand on vit par exemple une maladie, un deuil, une perte d'emploi, un conjoint ou une conjointe qui est malade et on ne sait pas quoi faire, on est à ce moment-là dans l'impuissance et ça cause des traumas qui sont réels. Donc ça peut être en effet une 6e blessure. Hey, c'est toute une révélation que tu fais là, Annabelle, parce que ça m'interpelle, sais-tu? En ce moment, en plus, je trouve qu'on a eu un gros mois de janvier. Ça a brassé énormément, surtout avec l'inauguration de Donald Trump au pouvoir. Il fait tellement de décrets. Il bouleverse non seulement les États-Unis, mais le reste du monde entier. Et moi, tu sais qu'avec la radio du Nouveau Monde, je me sens investi d'une mission de réinformer les gens, de leur donner un autre point de vue que les médias traditionnels donnent. Et tu sais quoi? À la fin de tout ça, c'est comme ça que je me sens impuissant de ne pas pouvoir faire plus de changements que ça. Je me sens investi d'une certaine responsabilité que les gens soient bien informés. Mais à un moment donné, c'est lourd sur les épaules, ça. Alors, ça m'intéresse d'en savoir plus sur ça. Est-ce qu'il y a un livre qui complète par rapport à cette blessure-là? Ou parce que j'en ai vraiment pas entendu. Ce qui est plus facile, c'est vraiment d'aller voir. Jacques Salomé a écrit un livre où il traite de cette blessure-là. OK. Si tu tapes sur YouTube Jacques Salomé, blessure d'impuissance, tu vas trouver plusieurs entrevues où il explique très bien cette blessure-là. C'est vraiment intéressant. Wow, ben tu m'apprends quelque chose. On continue. Et donc, les 5 blessures, ce que nous expliquent les Bourbeaux, c'est que en fait, on vient au monde avec ces blessures-là. Et elles vont, au fil du temps, s'activer. Donc, c'est comme si on avait déjà une programmation dans notre cerveau, mais elle est en dormance. Et dépendamment des épreuves que l'on va vivre, la blessure va être activée. Une fois que la blessure est activée, qu'elle est présente chez nous, généralement, on a 1 à 2 blessures beaucoup plus présentes que les autres. Ça n'empêche pas que les 3 autres sont présentes. Et quand on va avoir travaillé la première blessure que l'on a identifiée, fais-toi-en pas, les autres vont ressurgir. C'est juste qu'on les voyait pas. C'est pas qu'elles n'étaient pas activées, c'est pas qu'elles n'étaient pas présentes, c'est pas qu'elles n'étaient pas visibles pour notre entourage, c'est qu'elles font partie de notre zone d'ombre, elles sont dans notre angle mort. OK. C'est pour ça qu'on les voit pas. Elles sont là quand même, ils ont un impact négatif quand même. Donc, et quand une blessure est activée, elle va faire en sorte que pour se protéger, la personne va mettre un masque. Elle va adopter un comportement qu'on va appeler un masque, qui est tout à fait normal, puis on va toutes les adresser une par une. Chacune des blessures est activée par un des 2 parents. On va rentrer dans le détail tantôt. Et c'est toujours lié à une peur inconsciente et à un besoin qui n'est pas comblé. OK. Alors, tant et aussi longtemps qu'on ne vient pas combler ce besoin-là, la blessure demeure présente. Et ce qui est intéressant, c'est que la blessure que moi je porte, je la fais subir aux autres et mon cerveau pense que c'est justifié quand c'est moi qui la fais subir aux autres. Donc, si moi j'ai la blessure de rejet, je rejette certaines personnes pour me protéger. Je considère que c'est correct de le faire parce que je me protège, mais ça fait que comme je rejette les autres, j'attire le rejet en retour. Si j'ai la blessure d'injustice, je suis moi-même injuste envers certaines personnes, mais je ne le vois pas. Je pense que j'agis comme ça pour me protéger. Les gens qui le subissent le voient comme une injustice et j'attire encore plus d'injustice en retour. Donc, quand je porte une blessure, c'est pas que mon environnement me le fait subir. Je la porte, je le fais subir, je rayonne cette blessure-là et comme pour la loi d'attraction, c'est donc ce que j'attire
à l'inverse. Parce que c'est dans mon système réticulé activateur. Mais comme c'est inconscient, je ne me rends même pas compte que je fais subir cette blessure-là aux autres. Je ne le vois pas parce que, dans ma tête, c'est justifié d'agir ainsi. Si on prend, par exemple, la blessure de trahison. Quand j'ai la blessure de trahison, moi, je ressens un manque de loyauté de la part des autres. Je ressens un manque de fidélité de la part des autres et j'ai l'impression que les autres brisent leurs promesses qu'ils m'ont fait. Ce que ça fait, si je porte la blessure de trahison, c'est que je n'accepte pas de me faire mentir. Ça m'agresse royalement quand quelqu'un me ment. Je vais avoir à ce moment-là des attentes envers les autres qui sont déraisonnables. Je vais avoir des attentes de performance envers les autres. Je vais m'attendre à ce que les autres répondent toujours aux promesses qu'ils ont faites, qu'ils soient toujours très fidèles aux promesses faites, même si ça entre dans la sphère de l'impossible. Je vais être intolérante et impatiente avec les victimes et avec les gens qui sont trop lents. Tout est toujours trop lent pour moi. Je vais être rapide dans tout et je vais avoir une compréhension rapide de tout. Il y a deux types de gens qui portent la blessure de trahison. Tu as les sournois et tu as les agressifs. Ce qui veut dire que quand moi je porte la blessure de trahison, quand ma blessure est activée, ça va réveiller en moi deux types de comportements où je vais exploser davantage. Donc, je vais exprimer de la colère et de l'agressivité envers les autres. Je vais porter des jugements sur les autres et je vais être intolérant envers les autres. Ou je vais avoir un volet sournois où là, je vais me comporter plus comme un serpent de façon plus vicieuse. Fait que si, par exemple, là, je te donne des exemples réels. Si je suis quelqu'un qui a la blessure de trahison et que je considère que mon patron me donne pas l'augmentation de salaire que je mérite, ben, je vais aller jouer dans son dos et je vais parler contre lui à ses employés. Et je vais parler contre lui aux clients pour que le jour où je vais changer d'emploi, je vais espérer pouvoir voler ses clients parce que je considère que je les sers tellement mieux. Puis je considère que j'ai le droit parce que je considère que mon patron ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Ça, c'est la blessure de trahison du sournois. OK. Chez les gens qui ont une blessure de trahison, ce qu'on se rend compte, c'est que physiquement, au niveau du corps, chez les hommes, on constate une plus grande force au niveau des épaules, donc des épaules plus larges que les hanches, alors que chez les femmes, c'est l'inverse, c'est les hanches qui sont plus fortes, parce que ça vient évidemment avec les hormones qu'on va produire. Oui. On remarque que ce sont des gens qui ont une voix forte, insistante, un regard plus séducteur. C'est des gens qui attachent de l'importance aux vêtements. Les vêtements d'entreprise avec le logo de l'entreprise. Le logo de l'entreprise sur le véhicule, tu sais, un véhicule lettré, là, tu sais. Oui, oui. Avoir un beau char, des beaux vêtements, le char neuf, le beau manteau, les belles bottes, là, tu sais. Quand on est beaucoup sur l'image en général, là, mais quelque chose qui fait professionnel. Pas nécessairement glamour, mais professionnel. Là, on est dans la blessure de trahison et c'est des gens qui font très attention à leur réputation. Ce qui est intéressant aussi avec la blessure de trahison, c'est que c'est le masque du contrôlant. La personne qui a la blessure de trahison, quand elle est dans une mauvaise journée, là, ça devient une personne germaine. Ah, oui. Elle dit à tout le monde quoi faire, quoi dire, tout le monde a intérêt à marcher les fesses serrées. Fait que là, quand c'est un patron qui a la blessure de trahison, il va péter une coche à un des employés, puis il va le faire sentir à tout le monde va savoir qu'il n'est pas content de tel employé, puis là, il va parler fort, puis ça va être tout un spectacle. Ça me fait penser à la patronne dans Le Diable s'habille en Prados.
Exactement. Et la blessure de trahison, elle est activée par le parent du sexe opposé. OK. Dans ton cas, ça serait par ta mère. Dans mon cas, ce serait par mon père. Mm-hmm. La peur qui se cache derrière ça, c'est la séparation. Le trahi a beaucoup de difficultés avec l'idée d'être détaché de l'autre, de se retrouver tout seul. Fait que pour quelqu'un qui porte la blessure de trahison, se divorcer, là, c'est pénible. Ben oui. Toutes les ruptures sont difficiles pour eux autres. Mm-hmm. Parce que dans leur blessure de trahison, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'agressivité, mais il y a du drame. Puis on se rappelle, le drame, ça sert à se sentir vivant. Mais ils ont de la difficulté, à admettre leur vulnérabilité. La blessure de trahison, là, comme c'est des gens qui font attention à leur réputation, là, admettre leur faiblesse, là, c'est bien, bien, bien difficile. Dès que tu mets le doigt sur un point sensible, sur un mauvais comportement, la réplique du trahi, c'est « Oui, mais toi aussi, tu as fait ça. Oui, mais toi aussi, tu m'as dit ça. » Il retourne. Le trahi, il retourne tout le temps. Il y a énormément de difficultés à se regarder, à accepter sa vulnérabilité, parce qu'il a peur que s'il accepte sa vulnérabilité, l'autre va partir. Donc, il va y avoir séparation. Et ça, c'est difficile pour lui. La blessure de rejet. La personne qui porte la blessure de rejet, cette personne-là, elle se sent nulle et sans valeur. La personne a de la difficulté à trouver sa place et elle peut être dans le déni sur un paquet d'affaires, elle peut s'isoler, elle peut être en retrait. La personne qui a la blessure de rejet, elle n'ose pas dire son opinion parce qu'elle a peur que si elle dit son opinion, l'autre va le rejeter. Fait qu'elle va dire comme les autres. Ou elle parlera juste pas. Fait qu'elle va avoir beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est imaginaire, mais peu d'intérêt pour le matériel. Alors que la blessure de trahison, la blessure de trahison, on se rappelle, on aime les belles voitures, on aime les vêtements, on aime la réputation, il y a plus de matériel. Dans la blessure de rejet, on n'est pas dans le matériel. On est dans essayer de comprendre le cerveau, comprendre la relation pour éviter le rejet. Fait que dans la blessure de rejet, physiquement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des parties du corps qui sont plus petites. C'est pas tout à fait harmonieux comme corps. Ça peut être des grandes jambes mais un petit corps, ou un grand corps et des petites jambes. Okay. C'est souvent des gens qui musculairement sont plus petits, ils ont les os plus petits aussi. Donc, on a des parties plus petites. On va avoir des gens qui ont beaucoup de contractions musculaires. Ça, c'est des gens que quand tu attrapes les trapèzes, là, au niveau des épaules, là, c'est toujours tout contracté. Il y a une certaine asymétrie dans le corps. C'est des gens qui ont une voix plus faible au début. Moi, c'est une blessure que j'ai portée pendant des années. Comme tu peux voir à m'écouter parler, cette blessure-là, je l'ai travaillée. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est guéri. C'est guéri. Il n'y a pas de problème. Mais pendant tout mon secondaire, moi, j'étais la fille sage qui ne disait jamais un mot. Les professeurs ne m'entendaient jamais. Jamais, 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 jamais. Je levais pas ma main pour poser des questions parce que je voulais pas avoir la niaiseuse. Puis je levais pas ma main pour émettre une opinion. Quand un prof me demandait d'émettre une opinion, j'en avais une opinion. Et c'était extrêmement difficile pour moi de la dévoiler de peur d'être rejetée. Évidemment, ça se travaille. Et c'est des gens qui ont un regard fuyant. Moi, sur les photos de moi au primaire et au secondaire, je regarde pas l'objectif. Je regarde en bas à terre. C'était difficile pour moi de soutenir le regard. C'est normal, ça fait ça avec tous les gens qui ont cette blessure-là. La blessure de rejet, le masque qui se met en place, c'est le fuyant. Ouais. Le rejeté, là, il a peur des conflits pour mourir. Le trahi, lui, c'est pas qu'il a peur des conflits. Au contraire, lui, il va te faire un show avec les conflits. Ouais. Le rejeté, lui, il en fera pas de conflit. Il chicane pas le rejeté. Il en veut pas de chicane. Il est pas capable de faire face à la confrontation. T'imagines-tu, aujourd'hui, moi, je gère des conflits en entreprise. T'as-tu aidé comment Jésus l'a travaillé, cette blessure-là? Oui, en effet. Hein? Fait que le rejeté, lui, il a bien de la misère avec les conflits. Et c'est une blessure qui est activée par le parent du même sexe. Donc, dans mon cas, ma mère, dans ton cas, ton père. Ouais. La peur qui est derrière, c'est la panique.
J'ai peur que s'il y a un conflit, je perde mes moyens. Et quand la blessure est mal gérée, la personne perd ses moyens. Elle ne sait plus quoi dire, puis elle n'est même plus capable de réfléchir parce qu'il y a un brouillard mental dans sa tête. Et le besoin qui est derrière, c'est le droit d'exister. Oh! C'est pour ça qu'au début, on était dans, c'est la personne qui a de la misère à trouver sa place. Et cette personne-là, quand je travaille avec des gens qui ont une blessure de rejet, je dois donc identifier rapidement la mission de vie. Parce que cette personne-là, elle n'a pas trouvé sa mission de vie. Donc, dans sa tête, elle n'a pas le droit d'exister. Puis souvent, quand on regarde dans l'enfance, c'est des gens qui, à l'enfance, n'ont pas pu s'exprimer. Soit parce que le parent brimait l'expression. Je me souviens d'une cliente qui me disait que quand elle osait émettre une opinion, sa mère lui donnait des coups de pied, ses jambes en dessous de la table. Donc ça donne une blessure de rejet. Ouais. Ou un autre des enfants a été très malade. Quand on a un enfant dans une fratrie qui est très malade, les autres enfants n'ont pas le droit d'être malades. Ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils n'ont pas le droit de faire de bruit. Ils n'ont pas le droit de déranger parce que l'enfant malade prend toute la place. L'enfant malade ou le parent malade. Donc, quand on a un enfant comme ça, ils deviennent à ce moment-là des enfants raisonnables. C'est l'enfant qui apprend à pas trop faire de vagues. Fait que ça, c'est la blessure de rejet. Blessure d'abandon. La blessure d'abandon, ça, j'en ai dans ma famille, fait que c'est une blessure que j'ai pu observer quelques fois. Avant de connaître... Ça ressemble aussi à la... Moi, j'ai toujours eu de la difficulté avec l'abandon et le rejet. Ça se ressemble. Ah, tu vas voir qu'il y a des différences. Bon, je t'écoute. Oui. Le rejeté, on se rappelle, il parle pas. On l'entend pas. L'abandon, c'est de la tristesse. OK. La blessure d'abandon, il pleure. Et il se sent triste. Le rejeté, il a peur. Il a peur d'être rejeté. L'abandonné, il est triste. Il est triste quand il est tout seul. Pendant la COVID, là, quand on était chacun chez nous, là, les abandonnés, pour eux autres, c'est un calvaire de rester chez eux. Ouais. Parce qu'ils sont tristes quand ils sont tout seuls, ils sont tristes quand ils n'ont pas de soutien, puis ils sont tristes quand ils n'ont pas d'attention. Ils ont besoin d'être entourés. Et l'abandonné a tout le temps l'impression qu'on le laisse tomber. Le rejeté, lui, il se sent pas comme ça. Il a peur d'être jugé s'il émet une opinion. L'abandonné, il a l'impression qu'on le laisse tomber et il cherche des compliments. Le rejeté, il ne cherche pas les compliments. Le rejeté, s'il pouvait rentrer entre la tapisserie et le mur, il le ferait. L'abandonné, je recherche les compliments. Il va être validé. Fait qu'il va faire plein de pirouettes pour se faire aimer. Il faut que les autres l'aiment. Puis si les autres, ils m'aiment pas, c'est difficile. Puis là, ben, je pleure. C'est pas du tout la même chose. Fait que mets pas un rejeté puis un abandonné ensemble. Le rejeté, il n'osera pas rien dire. Il va essayer de consoler l'abandonné. Puis l'abandonné, s'il ne se sent pas assez soutenu, il devient encore plus triste. Parce qu'il va se rouler dans sa tristesse. Il pleure très facilement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse chez l'abandonné. Quand j'ai des clients qui ont la blessure d'abandon, si c'est pas à la première rencontre, c'est à la deuxième, mais ils vont fondre en larmes, c'est pas long. Le rejeté, lui, il va retenir ses larmes. Il est habitué de ne rien exprimer. Wow, c'est vraiment la première fois que quelqu'un me donne une différence aussi flagrante, claire entre les deux. La trahison, il est en maudit, puis il te le dit, puis ça va sortir tout croche. Le rejeté, il fiche, il n'ose pas rien dire. Et il va fuir la confrontation. Et l'abandonné, il pleure. Bon. Fait que ça, quand tu es coach comme moi, là, tu le vois assez vite. L'abandonné, au niveau du corps, c'est souvent un corps qui est long, qui est mince. C'est pas des gens, ils ont pas beaucoup d'embonpoint, eux autres, mais ça manque de tonus. Il n'y a pas de muscles. OK. Tu as l'impression qu'ils vont se décomposer.
Puis sur les photos, là, je te montrerai des membres des gens que je connais, là, ils ont les yeux tristes. Même quand ils sourient, ils ont les yeux tristes. Ah oui, on voit ça chez certaines personnes. Ce sont des traits, même quand ils sourient, Oui, ils ont les traits tristes. ils ont les traits tristes, puis ils ont une voix plaintive. Ah, Au téléphone, c'est tellement désagréable. ouais. Fait que ça, tu sais, on se rappelle, là, la trahison, il parle fort. Le rejeté, il parle pas. L'abandonné, il a une voix plaintive parce qu'il faut que tu le comprennes. Fait qu'on est dans complètement autre chose. Hey, mais dis-moi, Annabelle, quand on travaille nos blessures comme ça, là, est-ce que nos traits changent ou notre Oui. débit de voix? Oui, vraiment. Alors, la Ouais. personne qui parle comme ça, là, elle va automatiquement changer. Ouais. C'est C'est quand même formidable, ça, là. Moi, comme je te dis, la première blessure que j'ai travaillée, c'est le rejet. Fait que je parlais pas. Le problème, c'est qu'après ça, l'autre blessure qui s'est activée, c'est l'injustice. Quand j'ai travaillé l'injustice, l'autre blessure qui s'est activée, c'est la trahison. Et je voyais les changements dans ma posture, je l'entendais dans ma voix. Écoute, je capotais. C'est vraiment hallucinant. Mais ça fait que je le vois chez mes clients. Mm-hmm. Parce que le client qui m'arrive puis qui est toujours justement dans l'abandon puis dans la tristesse, quand on réussit à travailler cette blessure-là puis qu'il y en a un autre qui apparaît, le client lui-même ne se reconnaît pas. Fait qu'il comprend pas ses réactions, il comprend pas ses comportements, il comprend pas ses nouvelles émotions. C'est pas ça qu'il est habitué. Ouais. Ça a toujours été là, mais c'était dans l'angle mort. Incroyable. Fait que c'est très particulier. Puis dans l'abandon, le masque qui va s'activer, c'est le dépendant. Ça va être des gens qui vont être des dépendants affectifs. OK. Fait qu'évidemment, on est dans la tristesse, on est dans la dépendance. Fait qu'ils vont chercher des relations où ils vont utiliser la tristesse pour que l'autre prenne soin d'eux. Puis ils sont pas capables de sortir de la relation, même si la relation est insatisfaisante. C'est activé par le parent du sexe opposé et leur plus grande peur, bien évidemment, si on le masque de la dépendance, la peur, c'est la solitude. C'est des gens qui peuvent pas être seuls. Puis là, fais juste penser aux gens que tu connais. Tu sais, les gens que, avant même de mettre fin à une relation, il y en a déjà développé une autre. Il n'y a pas de temps de célibat entre les deux. Je connais beaucoup de gens comme ça. C'est comme pour prévenir justement leur solitude. Mais Voilà. Quand tu dis dépendance affective, est-ce que c'est seulement que ça, la dépendance affective, ou ça peut être de la drogue, de l'alcool, n'importe quoi de... Oui? OK. Ça peut être de la dépendance à n'importe quoi. Quelque chose d'extérieur, OK, aussi. Parce que comme ils ont de la difficulté à gérer la tristesse, et pour vrai, la tristesse, elle est intense à l'intérieur d'eux. C'est une vraie tristesse, là. Fait que comme il y a beaucoup de tristesse, puis qu'ils ont l'impression que les autres ne les soutiennent pas, que les autres les aident pas, puis qu'ils ont besoin d'attention, mais à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont lourds, ben à un moment donné, pour diminuer la souffrance intérieure, ils vont utiliser des moyens compensatoires. L'alcool, la drogue, le sexe, le travail, tous les moyens sont bons. Ouais. La dépense, les dépenses financières, là, ça donne une surcharge de dopamine. Ça fait aussi partie du lot. Fait que tu sais, c'est des gens, moi je pense à certaines personnes en particulier, là, le frigidaire est toujours plein. Ah oui, ils ont peur de manquer. C'est incroyable. Le congélateur est plein. Ils ont du linge. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, 46 sacoches, là, à un moment donné, là. Oui, 300 paires de souliers. C'est ça. Ouais. Et c'est des gens qu'il faut qu'ils apprennent à développer leur force. Ils ont l'impression qu'ils peuvent rien faire tout seuls. Tu sais, c'est des gens qui en affaires ont l'impression qu'ils ne peuvent pas partir d'une entreprise seuls. Ça leur prend nécessairement un associé. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas être justement seuls, célibataires. Ça prend nécessairement quelqu'un dans leur vie. Ils vont trouver toutes sortes de justifications. Mais il faut qu'ils apprennent à développer leur puissance intérieure. Leur capacité par eux-mêmes. Ça, c'est pas évident. Blessure d'humiliation. Parce que je vois le temps qui passe quand même. Oui. La blessure d'humiliation, elle n'est pas vécue par tout le monde. Mais quand tu portes la blessure d'humiliation, tu portes automatiquement de façon intense toutes les autres blessures. Ah oui? Ouais.
Parce que la blessure d'humiliation, on va être activée, par exemple, chez des gens qui ont vécu des abus sexuels ou de la violence durant l'enfance ou une forte intimidation. OK. Quand tu portes celle-là, tu portes toutes les autres, ça active par défaut les 4 autres. C'est une blessure où la personne se sent rabaissée, se sent vexée, se sent dénigrée. La personne se sent honteuse. Elle a honte d'elle. Et comme elle a honte d'elle, puis elle a l'impression qu'elle n'est pas vraiment importante, puis qu'elle est diminuée par rapport aux autres, elle est rabaissée par rapport aux autres, mais elle fait toujours passer les autres avant elle. Fait que tu sais, c'est la maman qui, par exemple, va donner le bain à tous ses enfants, va coiffer tous ses enfants, va bien habiller tous ses enfants, mais elle est habillée en mou, puis elle ne s'est pas laver les cheveux depuis 2 jours. Ouais. Il s'oublie, hein? Il s'oublie totalement. C'est des gens qui vont compenser beaucoup par la nourriture et la sexualité. Ah. Ils ont un vide intérieur viscéral. Et ce vide-là, il faut qu'il soit rempli. Puis comme ils savent pas comment le remplir, ils bouffent. Puis ils vont avoir beaucoup de relations sexuelles, même avec des gens que c'est pas approprié. Ouais. Fait qu'il faut qu'ils compensent. Fait que c'est des gens qui souvent vont avoir un surplus de poids, vont être honteux de leur apparence, une taille plutôt courte, un visage plutôt rond, parce qu'évidemment, ils vont trop manger. Le masque qui vient avec, c'est le masochiste. C'est des gens qui vont rester dans des relations et dans des emplois où ils sont exploités, où ça a juste pas d'allure, c'est pas harmonieux, c'est pas équilibré, c'est pas équitable, mais ils endurent. Ils vont tolérer des comportements de leurs adolescents, ils vont tolérer des paroles du conjoint, de la conjointe, du patron, des collègues, des clients. Ils vont accepter de se faire marcher sa tête. Ils vont accepter de se faire parler tout croche. Moi, je me souviens d'une cliente, son chum, il n'arrête pas de la traiter de, excuse-moi l'expression, crise de folle. Mais il disait ça tous les jours. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est pas sain comme environnement. C'est pas sain. Puis ça crée vraiment une estime de soi très bas. Voilà! Hein? Fait que comme l'estime est très basse, l'amour de soi est très bas. Fait que c'est pour ça que toutes les autres blessures sont activées par défaut. Je vois. Fait que est-ce que tu dirais que c'est une des blessures, c'est la plus importante? Elle est vraiment, je te dirais, difficile à travailler. Ouais. Vraiment, là. C'en est une que, celle-là, ça m'a pris du temps avant d'être capable de la coacher pour sortir les gens de cette blessure-là. Fait que elle demande du travail. Fait que parce que si tu travailles cette blessure-là, toutes les autres font surface. Fait que, wow, ça, c'est tout un travail. C'est vraiment, oui. Elle, quand on la trouve, celle-là, puis je te le dis, les moyens de base, là, la cohérence cardiaque, puis le tapping, avec cette blessure-là, ça marche pas. On y va avec de l'hypnose, on y va avec de la logosynthèse, on y va avec le traitement des traumas. Parce qu'il y a toujours des traumas sévères en arrière de la blessure d'humiliation. La grosse artillerie. La grosse artillerie, exactement. C'est activé par le parent qui s'en est occupé. Fait que des fois, souvent, dans la blessure d'humiliation, papa était bien autoritaire, il était jamais à la maison, puis maman était dépressive. Fait que pour vrai, c'est grand-maman qui s'en est occupée. Ah. Fait que quel est le parent, l'adulte signifiant qui s'est occupé de cet enfant-là? OK. La peur de cet enfant-là, bizarrement, là, c'est la liberté. C'est un enfant qui a été brimé, qui a été battu, qui a été abusé, qui a été maltraité par toutes sortes de maltraitances. Hein. Moi, j'ai connu des clients que la maltraitance, c'est que quand ils étaient malades, les parents les soignaient pas. C'est de la maltraitance. Ouais. Les parents les nourrissaient pas, les parents s'occupaient pas d'eux autres, c'est de la maltraitance. Fait que comme ils sont pas habitués d'avoir une existence de base normale, la liberté, ils savent pas ce que c'est. Et ils apprennent à développer une peur de la liberté. Ils ont l'impression que la menace est dans la liberté. Fait que dans leur tête, le monde est méchant. Les autres sont méchants. Le danger est à l'extérieur. Fait que c'est des gens qui restent chez eux. C'est des gens qui restent avec du monde proche, qui font peu d'expériences nouvelles. Parce que le monde est dangereux à leurs yeux. Ils ont peur d'avoir le choix. Fait que c'est pas des gens qui vont partir en affaires. Ils ont bien trop peur de cette liberté-là. Ils vont tolérer un emploi qu'ils n'aiment pas.
mais qui est sécurisant, avec un fonds de pension, avec un salaire stable. Puis c'est une entreprise qui existe depuis longtemps, où ils travaillent pour le gouvernement. Mais c'est des gens qui ont besoin de beaucoup de stabilité. Et ce qui est extrêmement difficile, puis qu'il faut absolument travailler avec ces clients-là, c'est que le besoin réel de l'âme, c'est d'accepter sa sensualité et le plaisir des sens. As-tu idée, pour quelqu'un qui a été abusé sexuellement durant son enfance, le travail que ça demande d'accepter sa sensualité? C'est tout un défi. Ah, c'est tout un défi, c'est un travail de fond. Dernière blessure, la blessure d'injustice. On reviendra éventuellement sur une autre chronique pour ça, parce que je vois le temps passer. Oui. La blessure d'injustice, la personne ressent un manque d'appréciation des autres, un manque de reconnaissance. On a l'impression que c'est pas équitable, que les choses sont pas faites dans le respect des droits des gens. Et ces gens-là, d'ailleurs, ils se sentent mal s'ils reçoivent plus que ce qui était prévu. Fait que dans leur tête, ils peuvent pas recevoir plus, puis ils peuvent pas recevoir moins. Il faut que ça soit tout égal. La difficulté à accepter. Oui. Fait que faut que tout soit droit, faut que tout soit parfait, faut que tout soit égal. Fait que c'est des gens qui vont être très, très positifs, très optimistes, mais ils vont répondre à des attentes qu'ils pensent que les autres ont. L'autre n'a pas exprimé qu'il y avait une attente. Mais la personne qui a la blessure d'injustice, elle va imaginer les attentes de l'autre, puis elle va répondre donc à des attentes qu'elle a elle-même imaginées. Imagines-tu la pression qu'elle se met elle-même? Oui, c'est ça qui est inutile. Fait qu'elle va dépasser elle va dépasser les limites continuellement, elle va se surpasser, elle va être dans la performance, mais ça va faire qu'elle peut sembler aussi froide et insensible parce qu'elle est très axée sur la performance. Elle a l'impression que les autres ont des attentes importantes puis qu'elle doit répondre à ces attentes-là. Fait que c'est elle par rapport à elle. Il y a deux types dans la blessure d'injustice. Tu as le conformiste puis tu as le rebelle. Fait que le conformiste, là, il faut que tout soit parfait. Il faut que tout soit égal, puis il faut pas trop sortir du lot. Le rebelle, c'est l'inverse. Il faut complètement sortir du cadre parce que la société est injuste. On est dans deux modes complètement différents, mais c'est la même blessure. Dans la blessure d'injustice, généralement, le corps est bien proportionné. C'est les gens qui vont faire beaucoup de jogging. Le corps est parfait, c'est rigide. C'est des gens aussi qui vont faire de la danse. La posture est très, très altière. C'est des gens qui vont se rentrer le ventre quand ils arrivent dans une activité. Il faut que tout paraisse bien, tu sais. C'est bien coiffé aussi. C'est un regard qui est très vivant. C'est une voix un peu cassante. Mais c'est des gens que quand ils sont dans cette blessure-là, sont tellement dans la perfection que quand tu leur parles, ils vont te faire sentir que ta question est niaiseuse. Ah. Parce qu'eux autres, ils ont l'impression d'être tellement rendus plus loin. Le masque que ça va donner derrière ça, c'est le masque du rigide. Quand j'ai des clients comme ça, écoute, je le sais, ils sont pas capables de s'asseoir relax à la chaise. C'est direct comme des piquets, là. Il faut que ça soit toujours parfait. Puis les chaussures sont bien placées, puis ils se croisent les jambes, puis ils se placent la tête d'une certaine façon. C'est très facile à voir. Et cette blessure-là, elle est activée par le parent du même sexe. Et ça, bizarrement, même si eux autres ont de l'air toujours rigides et parfaits et dans la perfection, ce dont ils ont le plus peur, c'est de la froideur. Eux autres, là, ils ont peur que quand ils rentrent au bureau, les gens leur disent pas bonjour. Ah. Ils ont peur que leurs amis, ils fassent plus partie du groupe d'amis, qu'ils fassent plus partie de la gang. Eux autres, leur rentrer dans une école où personne ne les connaît, c'est difficile pour eux autres. Parce qu'ils ont peur de la froideur. C'est des gens que ce qu'ils ont besoin d'apprendre, c'est respecter leurs limites. Tu as le droit de prendre une pause puis de te reposer. Parce que c'est des gens qui sont habitués dans la performance et il faut qu'ils apprennent aussi à écouter leur sensibilité, ce qui n'est pas naturel chez eux. Et donc, ces 5 blessures-là, on les porte toutes. Il y en a une dominante, une secondaire et les autres sont en dormance, mais elles sont quand même là.
Et c'est ça que j'allais te dire, Annabelle, c'est qu'après t'avoir entendu, puis je me rappelle d'avoir lu le livre là plusieurs fois même, et ça me revient, on dirait que je les ai toutes, ces blessures-là, parce que je me reconnais dans chacune des blessures, mais pas au même degré. Comme tu as décrit tantôt là, la blessure, je pense que c'était de l'humiliation, où la personne faisait de l'embonpoint. Alors, tu me vois là, je ne fais pas d'embonpoint, mais j'ai quelques traits de cette blessure-là. Donc, peut-être que c'est à plus bas taux, mais quand même. Et il y a peut-être certaines périodes dans une vie, c'est long, hein? Voilà. Donc, à une certaine période, on vit quelque chose qui, justement, comme tu l'as dit, réveille cette blessure-là, et c'est ça qu'on a à travailler pour cette période-là. Moi, à un moment donné, tu avais posté des trucs sur ton Facebook. Je pense que c'était un vidéo qui relatait plusieurs périodes de ta carrière, qui est quand même assez longue, et on te voyait, et je me suis dit, mon Dieu, c'est pas Annabelle, ça? Mon Dieu, elle a donc bien changé. Puis là, je pense pas, c'est pas vraiment l'âge, parce qu'on avance tous en âge, puis notre look change, mais ça me fait penser, ta description tantôt qui disait, ah, moi, j'ai dû travailler cette blessure-là en particulier, et je te demandais si les traits d'une personne changeait quand on a travaillé la blessure. Eh bien, c'est ça qui me vient en tête, c'est de voir des vidéos ou des photos de toi où ben, tu n'es presque pas la même personne. Alors, ça prouve que tu as changé en cours de route et que tu ne portes plus ces blessures-là. Donc, ton visage, tes formes changent. Oui, c'est merveilleux, ça. Ça change, puis en effet, c'est pas tout le monde qui travaille ses blessures, on s'entend, c'est pas tout le monde qui fait du développement personnel ou qui fait une thérapie ou qui travaille avec un coach. Mais quand on se libère de la blessure la plus visible par nous, après, la deuxième blessure devient visible. Elle était déjà là. C'est juste que là, tout d'un coup, elle nous pop d'en face. Là, quand elle nous pop d'en face, vient avec elle des pensées un peu différentes, des émotions un peu différentes, des comportements un peu différents. Et cette blessure-là, elle vient avec les comportements saboteurs. C'est juste qu'avant, quand moi, je portais la blessure de rejet, les comportements saboteurs, c'est la fuite. Je fuyais les confrontations. Donc, je n'étais pas capable de dire ma vraie opinion puisque je fuyais les confrontations. Mon conjoint, lui, avant, il portait la blessure de trahison. Lui, c'était l'inverse. Il tombait dans le contrôle. Fait que quand tu mets un rejeté puis un trahi ensemble, ben ça donne un qui essaie de contrôler puis l'autre qui essaie de fuir. Ça donne pas quelque chose de bon. En tout cas, ça fait des flamèches. Ça fait des flamèches. Donc, on a chacun travaillé nos blessures. Mais comme j'ai dit, quand j'ai travaillé ma blessure de rejet, Saint-Sapristi, c'est ma blessure d'injustice qui s'est activée. Et quand lui a travaillé sa blessure de trahison, lui aussi, c'est sa blessure d'injustice qui s'est activée. Je te raconte une anecdote. Il y a quelques années, écoute, quelques semaines avant la COVID, je vais donner une formation en Abitibi à des Amérindiens. C'est 2 jours la formation. Puis c'est des Amérindiens qui ont eu un passé vraiment difficile. Là-dedans, il y a des gens qui ont été abusés, il y a des alcooliques, il y a des drogués. Ils ont un passé lourd et c'est pour ça qu'ils ont accès à cette formation-là. Et dans la formation, il y a un des participants qui raconte, qui est très grand, assez costaud, il fait des combats de MMA, de Mixed Martial Arts. Et à un moment donné, son gérant en fait la promotion et son gérant fait semblant qu'il a fait plus de combats, donc qu'il a plus d'expérience que dans la vraie vie. Fait qu'il dit, il a fait 10 combats. C'est pas vrai. Il en a fait 2. Et le gérant de l'autre adversaire fait semblant qu'il a fait 10 combats, mais c'est pas vrai. Il en a fait 20. Fait qu'il y en a un qui surestime son poulain, puis l'autre qui le sous-estime. Mais ça fait qu'on a quelqu'un qui a fait 2 combats professionnels dans sa vie, puis l'autre, il en a fait 20. Fait que l'expérience n'est pas du tout la même. Non. Mon client qui arrive là-bas, à ce combat-là, dans l'auditoire, dans les spectateurs, ben, il y a des membres de sa famille, il y a des amis, il y a son gérant, il y a plein de monde. Mais évidemment, entre avoir l'expérience de 2 combats, puis l'autre qui a l'expérience de 20 combats, il s'est fait manger. Il s'est fait tabasser. Fait que le combat a été très court, très brutal,
et très humiliant. Un désastre. Un désastre financier, un désastre pour la confiance en soi, un désastre pour la réputation. Et quand je donne la formation, comme j'ai beaucoup de monde dans ma salle, j'ai prévu d'avoir avec moi 2 helpers. J'ai mon conjoint qui est là, parce que c'est exactement, mon conjoint, j'ai pas besoin d'expliquer, il sait où est-ce que je m'en vais, je donne 2-3 indications, puis il part, puis il sait quoi faire avec mon groupe. Et j'ai une collègue coach. Et quand il nous raconte ça, mon conjoint, à ce moment-là, lui, il a la blessure de trahison qui s'est activée tout de suite. Son gérant l'a trahi, il l'a mis dans une situation à risque, ça n'a pas de bon sens. Ma collègue, elle, c'est sa blessure d'injustice qui s'est activée. Et pour elle, toute cette situation-là, c'est injuste, ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est la blessure d'humiliation qui s'est activée. Je me suis dit, mon Dieu, qu'il a dû avoir honte. On entend la même anecdote. Et ce n'est pas la même blessure qui s'est activée chez chacun de nous. Ça, c'était dans ma première journée de formation. J'ai passé la nuit à étudier encore plus les traditions amérindiennes. J'ai changé complètement ma deuxième journée pour leur donner le lendemain une formation avec une partie de l'atelier sur la roue de médecine qui fait partie des traditions amérindiennes. Et on a abordé des situations, des épreuves qu'ils ont vécues avec la roue de médecine et j'ai proposé un exercice de purification et de nettoyage du souvenir de ce que le jeune homme avait vécu et qui a traumatisé tout le monde. Parce que quand il l'a raconté, là, dans la salle, j'ai des gens qui sont en colère, j'ai des gens qui pleurent, j'ai des gens qui sont bouche bée, qui en reviennent pas de ce qu'il a vécu. Puis écoute, c'est des blessures physiques, psychologiques et émotionnelles intenses. J'ai fait faire un cercle de purification. Puis les Amérindiens, pour eux, le cercle, c'est encore plus important. On a fait des exercices avec de la sauge, de l'encens de sauge. Et j'ai fait une hypnose de groupe avec le jeune homme au milieu du cercle où chaque personne envoie son énergie au jeune homme. Puis au début, le jeune homme, il est tellement dans sa blessure, tout le monde a les yeux fermés, sauf lui. Il est tellement dans sa blessure qu'au début, il en profite pour faire des grimaces à tout le monde, puis il essaye de provoquer les autres, mais les autres ont embarqué dans ce que je faisais. Puis à un moment donné, j'ai dit au groupe, vous pouvez maintenant vous adresser à lui dans votre langue. Parce qu'évidemment, ce sont des cris, donc ils ne parlent pas seulement français, ils ont une langue d'origine. Et la plus sage, la plus vieille du groupe s'est adressée, puis on l'appelle l'ancêtre. L'ancêtre s'est adressé à lui et à l'ensemble du groupe, dans la langue d'origine. Et écoute, c'était d'une puissance, je peux pas dire les mots qu'elle a prononcés, mais la voix qu'elle a utilisée, le ton qu'elle a utilisé, le jeune homme s'est mis à pleurer comme une madeleine. Et le groupe s'est soudé et on a fait, là, à ce moment-là, un nettoyage. Et je suis rembarquée après pour continuer l'hypnose et continuer le ménage. Et après, mon conjoint, sa blessure de trahison s'était désactivée. Ma collègue, sa blessure d'injustice s'était désactivée. Et moi, je venais de désactiver par ce fait-là la blessure d'humiliation. Donc, par une hypnose de groupe, c'est extraordinaire. Wow. Écoute, j'en parle, j'ai encore le frisson. Oui, mais ça se ressent. Puis moi aussi, je ressens l'énergie de tout ça, la puissance, c'est extraordinaire. Donc, on peut te consulter quand on a une blessure qui nous empêche d'être nous-mêmes, hein, parce que c'est ça que ça fait, ces blessures-là. Ça nous empêche d'être véritablement nous-mêmes. Ça empoisonne nos vies à un moment donné, là. Il faut s'en débarrasser. Il faut arrêter de porter ce masque-là que tu as décrit selon les blessures. Et puis, on s'en sent vraiment libéré. Moi, j'ai expérimenté ça à la lecture du livre de Lise Bourbeau. Oui. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir des cours de développement personnel. Donc, j'allais, quand j'identifiais une blessure, j'allais en déprogrammation. Donc, on allait vraiment à la source, on déprogrammait en semi-hypnose. C'est pour ça que tout ton contenu est familier pour moi parce que j'ai expérimenté tout ça. Donc, pour te consulter, on va sur ta page Facebook, si on veut, Annabelle Boyer, conférencière, ou sur ton site web qui regorge d'informations. Toutes tes publications sont là, tes livres, annabelle-boyer.com. C'est formidable de se faire libérer de ça et de revenir à soi, redevenir soi-même.
Ça fait vraiment du bien. Je veux juste conclure, on dirait que j'ai fait une conclusion, mais j'ai toujours plein de questions qui me passent par la tête. Tu as commencé la chronique en disant que toutes les blessures se retrouvaient dans le mot trahi. Ouais. Est-ce que ça veut donc dire que la plus grande des blessures, c'est la trahison? Parce qu'on parlait aussi de l'humiliation qui contient toutes les blessures. Éclaire-moi là-dedans comme mot de la fin. En fait, chacune des blessures est extrêmement importante. La blessure de trahison, c'est une blessure, je te dirais, la blessure de trahison et la blessure d'injustice, ce sont des blessures socialement acceptables. En ce sens que ce sont des blessures que l'on utilise pour justifier notre non-action ou notre non-avancement. C'est très facile de dire « j'ai été trahi ». On m'a traité de façon injuste et c'est pour ça que je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas. Donc, ce sont des blessures souvent socialement acceptables. Alors que les blessures de rejet et d'humiliation et d'abandon, ce sont des blessures très, très tournées vers la torture interne. OK. Alors que trahison et injustice, on est beaucoup dans les autres. Dans les trois autres, on est beaucoup dans moi-même avec moi-même. Mais chacune des blessures est très, très importante. L'acronyme trahi, c'est parce que dans le mot trahi, on a la première lettre de chacune des blessures. C'est ce qui permet de les retenir très, très, très facilement. Parce qu'au début, quand Lise donnait les formations, les gens avaient de la misère à retenir les 5 blessures. En développant cet acronyme-là, ça permettait à tout le monde de s'en souvenir très facilement. Intéressant. Annabelle Boyer, merci beaucoup. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres secrets du cerveau humain. Excellent. Savez-vous comment interpréter le langage corporel? Aimeriez-vous enfin gérer vos pensées négatives et vous libérer de ce qui vous empêche vraiment de réussir? Voudriez-vous booster votre motivation? Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Mon nom est Annabelle Boyer. Je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non verbale, la PNL et bien plus encore afin de développer le plein potentiel de votre cerveau. Bonne écoute!